YouTube me servait à deux choses au départ. C'était vraiment en priorité à me stimuler en créativité pour écrire le nouveau spectacle. Et en deuxième, à m'habituer à une caméra parce que je- juste avant YouTube, j'avais fait le JT de France 2. J'avais fait le JT d'M6. Bon, j'avais fait pas mal d'émissions et c'était une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que on me voyait à la télé, on me voyait sur scène, il y avait un monde entre les deux. Moi, je me disais, comment ça se fait que bah, j'étais pas naturel. En fait, je rentrais dans un moule un peu attendu de gendre idéal, j'ai l'impression. Tu vois, on me disait, bonjour Fabien Licard, bonjour madame. Tu vois, c'était assez désagréable, c'était pas fun, quoi. Je me disais, mais comment ça se fait? Et en fait, j'arrive pas à être Ça naturel. t'a aidé YouTube? Bah oui, parce que à faire une vidéo par jour pendant un an, je pense qu'au bout de 2 mois, allez, on va dire 60 vidéos, j'en avais plus rien à foutre qu'il y ait une caméra, j'en avais plus rien à faire qu'il y ait des personnes autour de moi quand je filme. Ma première vidéo, j'ai demandé à ma copine, non pas de sortir de la pièce, mais de sortir de la maison. Je ne pouvais pas supporter le fait que quelqu'un soit là et assiste au fait que je me filme et que c'était nul, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, Hmm. et du coup, la violence de le faire comme ça, d'une manière hyper régulière, fait qu'à un moment donné, j'ai gagné un naturel fou à la caméra. Et le bénéfice inattendu, c'est que j'ai récupéré de ce naturel-là sur scène. C'est-à-dire que ma version, la version de moi sur scène est beaucoup plus naturelle qu'avant. Avant, elle était un peu plus jouée. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un bonus supplémentaire. Il y a un côté intéressant au fait de faire une vidéo par jour, parce que c'est comme ça, toi, que tu as commencé. En 2016, quand tu as commencé, tu t'es lancé le défi une vidéo par jour. Et il y a un côté intéressant à faire ça qui est que, un peu comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de Louis C.K., tu es obligé constamment de te réinventer, de repartir de zéro chaque jour. Et du coup, tu as un peu un élément d'aléatoire qui vient, où chaque jour, tu peux pas faire la vidéo parfaite, et donc tu vas tester un truc un peu différent. Et cette petite variation-là te permet parfois de trouver des meilleurs angles. Et même si moi, je ne publie pas extrêmement fréquemment sur YouTube, je reconnais pas mal la valeur d'avoir, au moins au départ, de publier beaucoup et de publier souvent pour te forcer à tester différentes choses. Parce que si tu publies tous les jours, tu peux pas faire toujours la même chose. Donc à un moment donné, tu es obligé de tester des trucs et tu vas voir un peu ce qui marche. Et puis, ça t'oblige en fait à l'imperfection, à admettre l'imperfection. Et ça, c'était assez intéressant pour moi. J'ai jamais eu l'habitude de travailler comme ça. Un peu trop maniaque en fait sur les choses. Je suis très contre le fric. Et, euh, et quand on fait une par jour, t'es obligé en fait qu'elle ne soit pas aussi parfaite que ce que tu pourrais penser à la base, etc. C'est des grandes discussions que j'avais avec un pote de longue date, Max Bird, qui est comme ça également. Et c'était très dur pour lui, YouTube, tu vois, parce que il faut faire du contenu et puis en même temps, il aime tout caler, millimétrer, etc. Et voilà, je trouve que c'est pas mal aussi de se libérer en fait de son envie de perfection qui n'est jamais atteinte en plus. Donc, c'est une stratégie qui a marché super bien pour toi. En un an sur YouTube, tu étais à 250 000, c'est bien ça? Et, et je suis curieux de voir, c'est quoi ton estimation de ça? Pourquoi est-ce que ça a marché? Pourquoi est-ce que ça a décollé euh, sur YouTube? Est-ce que c'est vraiment la fréquence de publication? Est-ce que c'est ta personnalité? Est-ce que c'est ton expérience de scène qui t'a donné un avantage par rapport à tous les YouTubeurs qui peut-être font un peu la même chose les uns que les autres? Si tu devais donner, après on ne sait jamais exactement les raisons, mais si tu devais donner les recettes ou pas les recettes, les conclusions que toi t'en as tirées, qu'est-ce que ça serait? Je pense qu'il y a 5 grosses lignes qui définissent ça, le fait que ça a marché. Je pense que la première chose, c'est que ça devait être le bon moment pour l'algorithme. L'algorithme devait être un petit peu en mode, plus ça publie fréquemment, plus je mets ça dans les suggestions. Tu sais, on sait que l'algorithme, il change 2000, avant, il changeait 2000 fois par an. Maintenant, ils font plus de 1 à 2 millions de variations par an, tu vois. Donc, c'est toujours en mouvement. Là, c'était un peu plus figé et je pense que c'était la bonne période aussi, tout bêtement, pour être dans les suggestions. La deuxième chose, c'est que je pense que, bah, en fait, il y avait pas de, ça n'existait pas en fait ce que je faisais sur YouTube. Ça n'avait pas été un truc que je m'étais dit avant, mais quand je regarde après, je me dis bon, il devait aussi y avoir le côté surprenant de putain, il fait quoi? Je connais pas. Tu vois, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quelque chose que je n'ai pas vu encore sur le net. Donc ça a forcément dû aider. La troisième chose, c'est d'avoir fait une vidéo par jour. Je pense aussi que bah, ton rendez-vous, il est posé, quoi. Tu peux pas oublier que je sors une vidéo. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu me connais un peu et que tu n'as rien à regarder sur Internet, que tu te fais chier 5 minutes, il n'y a pas à te dire
tiens, est-ce qu'il a sorti une vidéo ou pas, je pense que ça te pop à l'esprit directement de moi j'ai 10 minutes, bon, tu sais quoi, je vais regarder la vidéo du jour de Fabien. Tu vois, c'est une espèce de truc où tu n'as plus du tout à faire le moindre effort de savoir quel jour on est, est-ce qu'il y a une vidéo qui est sortie ou pas. Il y en a une. Quoi qu'il arrive, il y en a une. La quatrième chose, c'est le featuring, c'est-à-dire le fait de faire du mentalisme. Je suis obligé d'avoir un invité. Je ne peux pas trouver quelque chose que j'ai mis dans ma tête à moi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il fallait avoir des invités réguliers et les invités réguliers avaient leur propre communauté. Et du coup, il y a eu des croisements de communautés comme ça qui se sont faits. Après, j'ai eu 2 pop qui étaient importants. Enfin, le 3e aussi, mais les 2 premiers le sont. Qui sont Pierre Cross. Pierre Cross, on a commencé la scène ensemble. Donc on se connaît d'avant YouTube. Ça fait depuis 2010, fin 2010 qu'on joue ensemble sur les plateaux, etc. Et moi, j'avais même pas conscience d'ailleurs qu'il avait autant d'abonnés. Ça, c'est assez marrant. Et donc, quand il a vu que je faisais ça et tout, il m'a appelé, il me fait, mais ça te dit, on fait une petite vidéo ensemble? Et je dis, bah oui, carrément, c'est trop cool. Donc, ça m'avait fait prendre, je crois, 10 000 abonnés, un truc comme ça. Donc, ça te fait quand même un socle. C'est hyper confortable. Une fois que tu as 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est ouf. Moi, je me souviens, parce que je rationalise ça en termes de spectacle. Donc, 10 000 abonnés, c'est 5 fois l'Olympia. Tu vois, je vois les vrais gens que ça fait, quoi. Et tu continues à publier ton contenu en disant, OK, on me connaît. Et s'il y a 10 000 personnes qui te connaissent, il y a 10 000 fois plus qu'une personne qui peuvent partager tes vidéos, en parler. Il y a un petit côté exponentiel sur YouTube qui est intéressant. Et pareil, j'avais fait une vidéo avec Lola Dubini parce qu'on avait joué sur scène ensemble à la nouvelle scène pour une soirée. Et du coup, cette vidéo-là aussi, je crois, m'avait refait prendre 10 ou 15 000 abonnés. Donc voilà, le fait que ce que je produisais sur YouTube nécessite absolument d'avoir des personnes, eh ben, ça m'a aidé en fait à me faire connaître quand la personne voulait aussi faire une vidéo sur sa chaîne. Et puis le dernier truc qui a fait vraiment popper à la fin, c'était au mois de septembre quand Doc7 m'a fait passer dans un salut internet, où là, ça a été, je crois que j'avais pris 50 000 abonnés dans la journée, c'était juste un truc de malade. Donc ça, c'est les 4 grosses premières explications. Et la 5e, je pense, c'est parce que j'ai toujours essayé de réorienter sur un truc un peu divertissant. J'arrive pas à être drôle en vidéo comme je peux l'être sur scène, j'ai besoin d'un public pour être marrant. Mais par contre, j'ai toujours essayé de faire des choses légères. Et je prends un truc en compte, c'est que YouTube, c'est pas une plateforme de formation. C'est une plateforme de divertissement. Et du coup, quand je veux expliquer quelque chose que les gens peuvent refaire, par exemple, je vais toujours me dire, ils vont pas porter énormément d'attention. Ils vont pas le travailler. Donc, il faut que ce soit clair, accessible, facile. Et donc, il y a des choses que je ne m'autorise pas à mettre sur la chaîne YouTube parce que je trouve que ça n'a pas de sens, parce que les personnes ne vont pas le recevoir, ça va être trop complexe, ça demande beaucoup trop de travail. Donc, je vais trouver un chemin pour en faire une version plus light et un peu plus fun. Donc ça, je pense que le côté vraiment vulgarisation, c'est le dernier truc qui a permis que ça fonctionne aussi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.